dire, Marc, toujours, Tessier d'Orfeuille, toujours avec cette logique de donner un exemple ou des exemples de ce qui se passe. Donc Marc est quand même quelqu'un très engagé dans la mobilité durable, mais normalement, puisque c'est un habitué aussi, il aurait dû être là parmi nous demain, mais il part pour le Gabon. Et donc, il va nous dire un mot sur l'Afrique, puisque pour le coup, c'est sur le terrain que tu vas voir ce qui se passe en Afrique. Et puis, un exemple, comme on a eu la petite surprise de BMW tout à l'heure, j'espère que tu l'as essayé sur le parking. Tu l'as essayé depuis longtemps, Et donc, sur la mobilité et sur tes idées, comment finalement cette transition et on prépare ça partout dans le monde. D'abord, très heureux et merci et bravo pour ton initiative. Très heureux d'être là pour la 3e fois et je serai là l'année prochaine, bien évidemment. Alors c'est au titre, en effet, du Club des voitures écologiques d'habitude que j'interviens. Merci à Denis Baupin de l'écoute qu'il a pour ce club et de l'implication que vous nous avez donnée dans les travaux de l'OPEX. Mais je vais te provoquer un peu. J'ai vu quand tout à l'heure je t'ai dit que j'allais parler finalement aussi de la crise porcine, j'ai vu que tu te décomposais. Je dis juste, ça va l'inquiéter, mais il y a des choses qui se sont dites ce matin sur lesquelles je ne peux pas ne pas rebondir. Moi, je suis un animateur de club. Je vais intervenir surtout sur le club des partenariats publics-privés sur l'Afrique. Mais il y a eu 2 interventions cet après-midi qui me font vous interpeller encore plus loin sur 2 sujets. L'un qui a été abordé par le géostratège sur la Russie. Et pour aller plus loin, puisqu'on a parlé bien évidemment de la puissance de la Russie en matière de géostratégie sur l'énergie, il faut voir quelle est la puissance de la Russie aujourd'hui en matière de géostratégie en tant que pays consommateur. La crise porcine en France aujourd'hui était essentiellement liée à la fermeture des frontières de la Russie depuis 1 an. Je tenais à le souligner, ce lien. Mais pourquoi ce lien aujourd'hui aux universités d'été de l'énergie? Parce qu'il y a un lien avec l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, si la France manque de compétitivité face aux Allemands, ce n'est pas que à cause du prix des salaires en Allemagne. C'est aussi, c'est un effet positif, des énergies durables, positif pour les Allemands, négatif pour les Français. Le prix du méthane est racheté très cher en Allemagne. Il y a 4000 producteurs de porc qui sont tous très bénéficiaires chaque année et qui peuvent aujourd'hui faire face à cette crise de la fermeture des frontières russes qui empêche 800 000 tonnes de trouver des débouchés, qui ont donc les moyens financiers, puisqu'ils gagnent quasi les 4000 producteurs de porc, dégagent 100 000 € de bénéfices par an. Avec un aspect philosophique que je n'aborderai pas aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se lancent dans la production porcine pour faire de l'énergie, mais ça, c'est un autre débat, mais pour faire le lien quand même avec la méthanisation et l'influence du prix du rachat de l'énergie sur des filières, voire même sur la compétitivité internationale. Mais je suis là surtout pour vous parler en effet de sujets africains, mais surtout d'un coup de cœur. D'abord, que je souhaite montrer, parce qu'il faut vous montrer que, tout à l'heure, mon cher Michel, tu disais que tu rappelais des slogans des années 74. En France, on a des idées, mais on n'a pas de pétrole. Et je suis tombé sous le charme d'une idée d'une petite start-up française qui est en train de développer avec le soutien de la région Aquitaine à Bordeaux, et elle a fait sa mise à l'eau de cet engin-là il y a à peine 15 jours à Bordeaux. Donc on va regarder ces images, je vous en parle après, parce qu'il y a aujourd'hui d'autres et des nouvelles perspectives complémentaires dans la mixité énergétique sur des possibilités en Afrique. Il s'agit d'hydroliennes fluviales, mais je reviendrai dessus. Est-ce qu'on peut lancer ce petit film de 2030 ? Hydrotube Énergie est une jeune société bordelaise qui développe une hydrolienne fluviale. Ce projet, sur lequel nous avons travaillé depuis 3 ans, est un projet intégré qui a pour vocation d'être développé et vendu sur des pays en voie de développement. Cette machine est entièrement recyclable puisqu'elle est réalisée en acier et en aluminium. Elle fait environ 10 mètres de long, 4,50 m de large et elle pèse 5 tonnes. En termes de puissance électrique, elle produit 400 MWh par an, ce qui correspond aux besoins énergétiques de 500 foyers, c'est-à-dire d'un petit village en Afrique. Ou en Gironde, par exemple, cela correspond aux besoins énergétiques de 20 foyers. C'est une énergie qui est propre, qui permet de s'inscrire dans des politiques de développement durable, telles que voulues par la France et l'Europe. Par la suite, on imagine un développement croissant en Afrique notamment. Il faut savoir que 85% des villages en Afrique sont encore en 2015 non électrifiés. L'hydrolienne développée par Hydrotube Énergie a un retour sur investissement qui est relativement court,
puisqu'on est sur une période comprise entre 3 ans et 8 ans en fonction des fleuves que l'on exploite. Sur le Congo, par exemple, on estime qu'on est à 3 à 4 centimes le kilowattheure. À comparer aux 20 centimes que l'on paye actuellement dans de nombreux pays en Afrique. On a travaillé pour avoir une fiabilité très forte, pour tourner aux alentours de 8000 heures par an, ce qui correspond à 11 mois sur 12. On est sur un concept embarqué qui est facilement déplaçable et maintenable. Cette hydrolienne est un objet connecté qui possède de nombreux capteurs et un système de mesure embarqué. Ça nous permet de faire un suivi de consommation en temps réel, d'afficher sur Internet tous les paramètres de sécurité. Donc il y a une multitude comme ça de seuils d'alerte qui nous permettent d'intervenir sur la machine si nécessaire, et surtout on sait exactement ce qu'il faut faire. On a parlé tout à l'heure d'une puissance nominale de 60 kW. Il faut savoir que l'on peut en mettre plusieurs en parallèle, ce qui nous permet d'augmenter la capacité de production. Donc on peut imaginer en mettre sur chaque village 1, 2, 3, 4, 10, réaliser ce qu'on appelle des fermes d'hydroliennes, d'où des économies d'échelle aussi, puisque le prix se réduit en fonction du nombre d'hydroliennes qui est installé. L'énergie qui est verte, prédictible et modulable en fonction des besoins des utilisateurs. Toutes ces équipes sont des copains qui se sont retrouvés, tous ont été champions à la voile, de saut à la perche il y a quelques années. Ils ont eu des expériences diverses, ils se sont réunis, ça fait 2 ans que je les ai rencontrés. Je pousse à fond cette idée parce que moi j'ai 50 ans, je fais du lobbying, mais là je me déplace régulièrement en Afrique pour parler de sujets et de partenariats public-privé. L'électricité, c'est bien sûr un PPP, puisqu'à l'arrivée, il y a des consommateurs qui payent pour amortir les investissements. Et là, il y a du concret. Ce n'est pas la réponse à toutes les solutions, mais il y a une dizaine de fleuves en Afrique qui ont des débits permanents, 24 heures sur 24, depuis 10 millions d'années. Donc l'avantage par rapport au solaire et à l'éolien, c'est d'être censé être permanent sur des investissements relativement raisonnable. On est à 100 000 € l'unité. Je parle d'ailleurs, j'ai découvert que certaines collectivités françaises, dans le cadre de la coopération décentralisée, pourraient être intéressées à financer, parce que c'est du très très concret pour amener en effet de l'énergie dans un village avec une certitude d'entretien. Et donc je voulais évoquer ce sujet pour dire que la France, elle a des idées qu'on peut apporter demain des solutions extrêmement concrètes. Le barrage d'Inga à 10 milliards, c'est pas pour demain la veille. Et là, on peut demain peut-être, alors bien sûr, j'ai présenté ce dossier à Jean-Louis Borloo lors des rencontres internationales des PPP, à Nicolas Hulot, tout ça fait son chemin, mais ça, c'est une petite start-up. Je n'y ai pas encore de participation, je compte en avoir. Il faut lever aujourd'hui 600 000 €, puis 2 millions l'année prochaine, pour espérer trouver des vrais débouchés. Mais surtout, j'en ai parlé à beaucoup de responsables africains, c'est du très concret. L'électrification rurale, elle est extrêmement complexe. Les villages sont au bord des fleuves. Les villes sont à 80% au bord de la mer en Afrique, les villages sont au bord des fleuves, et c'est là qu'on ne sait pas amener de l'énergie. Voilà une belle solution, je voulais l'évoquer pour trouver des solutions. Et puis, dernier sujet que je voudrais évoquer, là, c'est au titre de ma casquette du Club des voitures écologiques. Sur l'Afrique, lors des rencontres internationales que nous avons eues, on a fait venir l'ADR du Maroc. Madame El Haïté, la ministre, était représentée par sa conseillère et puis le gouverneur d'Abidjan. J'ai lancé le débat, et avec certitude, de la place de la voiture électrique dans les villes africaines de demain, tout particulièrement pour les pays non producteurs de pétrole. Parce que j'ai découvert en voyageant régulièrement en Afrique, mais aussi au Maroc, que les petits taxis, par exemple, c'est 12 à 14 litres au 100. L'essence ou le diesel est à que 10 centimes de moins qu'à Paris, quelle que soit la fluctuation des cours. Il y a toujours un écart de 10% avec le prix parisien. Donc l'énergie aujourd'hui et l'essence en Afrique, c'est quasiment ce qu'est le loyer aujourd'hui en France, c'est 30% des revenus des Africains. Donc dans des pays non producteurs de pétrole, vous imaginez que le photovoltaïque, avec l'énergie, et là ça a été abordé aussi cet après-midi, en autoconsommation pour tous ceux qui ont des maisons individuelles, et ils sont nombreux, permet de se créer de l'indépendance énergétique, de restituer du pouvoir d'achat aux familles, et bien évidemment d'aborder le sujet de la pollution des villes qui sont énormément polluées en Afrique. Il n'y a pas besoin d'imaginer qu'elles fassent l'impasse aussi, et que ce sujet ne soit qu'un sujet, ça a été là aussi évoqué ce matin, de bobos parisiens qui s'intéressent à l'écologie. Les gouverneurs d'un certain nombre de villes découvrent qu'aujourd'hui il y a une immense pollution, et que pour les enfants c'est un vrai problème, et pour les personnes âgées. Et donc j'ai lancé ce débat. Là aussi j'ouvre le pari que l'Afrique peut aller sur la voiture électrique, finalement un peu comme la Chine avec le téléphone portable, très 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 vite. Ils ont déjà, avec le photovoltaïque, une habitude
de faire de la micro-recharge avec le photovoltaïque. On peut demain, en effet, imaginer un développement plus rapide avec des entreprises françaises, peut-être des voitures chinoises, mais c'est évident qu'il y a un pouvoir d'achat retrouvé, une pollution à diminuer et un enjeu stratégique majeur pour les pays qui pourraient être moins dépendants du pétrole pour ceux qui n'en produisent pas. Voilà les sujets que je voulais évoquer, ma chère Myriam, cet après-midi sur des perspectives de l'Afrique sur lesquelles la France peut être leader, soit sur des petites start-up pour les accompagner, soit pour des enjeux ou des orientations pour aider en effet les capitales africaines à s'organiser. Alors c'est vrai que Bolloré a un peu d'avance sur d'autres, il est très présent en Afrique et pour cause depuis des années. L'autre jour, je l'ai croisé à une réunion, je lui ai dit, finalement, vos autolibes, si vous mettez des chauffeurs dedans, à Dakar, à Abidjan ou à Casablanca, c'est les petits taxis de demain. C'est un service qui, au lieu d'être en autoconsommation, aurait un chauffeur, et je suis persuadé que les revenus de ces chauffeurs seraient très supérieurs à ceux qu'ils ont aujourd'hui, une fois que l'équilibre économique est fait, avec bien évidemment du photovoltaïque. Voilà les enjeux sur lesquels la France peut jouer sur l'Afrique. Et juste un dernier point, parce que j'y crois beaucoup en effet à la croissance. Aujourd'hui, il n'y en a pas en Europe, elle commence à être en panne en Chine, elle est de 7 à 17% dans la plupart des pays africains. Et Jean-Louis Guigou, quand je me baladais avec lui sur la Méditerranée au titre de l'IPMED, mais ce qui est vrai pour l'IPMED est vrai pour les continents africains et tout particulièrement pour les pays francophones, me rappelait que toutes les grandes économies se sont organisées du nord au sud. Pourquoi ? Parce qu'on parle à la même heure. Et c'est quand même plus facile pour travailler, même par téléphone. Et lors du sommet de la francophonie, il a été rappelé que 60% de l'efficacité se fait quand on parle la même langue. Donc francophonie, plus en effet même méridien pour travailler à la même heure, ce sont des enjeux qui doivent nous pousser à se dire la croissance, elle est au sud, elle est en Afrique, et bien évidemment pour des régions géostratégiques aujourd'hui, de toute façon il faut investir au sud. Parce que sinon, nous ne saurons pas mettre une frontière à Lampedusa supérieure à ce qu'elle est, et donc l'avenir va passer non pas par la coopération et de l'argent qu'on va donner, mais par de l'investissement sur ces pays qui sont en pleine croissance, avec un retour de la diaspora chez eux, et la possibilité de créer des classes moyennes comme au Brésil il y a une quinzaine d'années. Le modèle Lula était quand même assez exceptionnel, on pourrait le décalquer demain sur plusieurs pays africains pour faire émerger cette classe moyenne qui fera la richesse des pays de demain. Merci ma chère amie de ton invitation. Merci beaucoup. À vrai dire, je viens de découvrir l'effet papillon en version revue et corrigée par Marc. Et effectivement, je suis passée de perplexe à bluffée parce que, bon, Dieu sait si je vois la complexité du monde, mais encore plein de morceaux, et c'est bien normal, nous échappent.